Bienvenue dans la 3e émission de Médiatique. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Richard Horowitz, qui est un médecin spécialiste des maladies infectieuses, en particulier de la maladie de Lyme. Le docteur Horowitz est directeur de l'Hudson Valley Healing Arts Center. C'est une clinique qui se trouve dans l'État de New York et où il reçoit des patients locaux, mais aussi des patients du monde entier. Il vient de publier un livre qui s'intitule « Why Can't I Get Better? Solving the Mystery of Lyme and Chronic Disease », ce qui veut dire en bon français « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à guérir? Résoudre le mystère de la maladie de Lyme et des maladies chroniques ». Alors malheureusement, ce livre n'est pas encore disponible en français, il le sera sûrement un jour, mais pour ceux qui lisent l'anglais, il est déjà disponible à la vente. Donc, Dr Horowitz, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Dr Horowitz, vous êtes membre fondateur d'une association qui s'appelle ILADS. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et pourquoi cette association a été créée? Oui, bien sûr. On l'a fait il y a à peu près 13 ans maintenant. Et en fait, on se trouve dans une épidémie de la maladie de Lyme aux États-Unis. Et moi, particulièrement, je me suis installé dans une partie des montagnes de New York qui s'appelle Hyde Park. Et je ne savais pas, mais finalement, quand j'ai fini mes études de médecine à l'Université libre de Bruxelles, donc en Europe, et puis après, je suis allé à New York, je me suis installé dans une partie des États-Unis avec une grande épidémie de la maladie de Lyme. Et finalement, les gens venaient chez moi avec les HEM, donc cette rash de Lyme disease, et à peu près 75% des gens, ils me disent, bon, écoute, ça va beaucoup mieux après les antibiotiques, mais à peu près 25% des gens, ils n'allaient pas très bien. Alors, on s'est dit qu'il faut une organisation comme ILADS pour bien avoir les soins de référence, parce que finalement, aux États-Unis, il y avait des infectiologues qui se disent que notre soin de référence est la seule façon de soigner cette maladie. Ils disent que les tests sont fiables, 30 jours des antibiotiques, ça suffit. Et finalement, c'est pas la vérité. Et les grands problèmes avec les tests et 30 jours, pour la plupart des gens, ça ne marche pas. Donc, spécialement s'ils ont la maladie de Lyme chronique. Donc, on a fait cette organisation pour avoir des recherches, pour aller ensemble, pour faire des colloques scientifiques, pour discuter comment soigner les gens avec la maladie de Lyme. Et c'est très efficace maintenant. On a à peu près 300, 400 membres de ILADS. On avait un petit colloque à San Diego, en Californie, ça fait à peu près 2 semaines. C'était fantastique. Et c'est très utile aux États-Unis parce que maintenant, on a 2 soins de référence, pas simplement les infectiologues, mais aussi ILADS. Et de façon clinique pour les gens qui souffrent avec la maladie de Lyme, cette soin de référence de ILADS, ça marche beaucoup mieux dans les cas cliniques. D'accord. Et donc, vous avez parlé un petit peu des symptômes de la maladie de Lyme en parlant du rash, etc. Est-ce que les symptômes de la maladie de Lyme, on en a parlé un petit peu au cours des 2 premières émissions de Médiatique, mais est-ce qu'on a exactement les mêmes types de symptômes là-bas aux États-Unis par rapport à ce qu'on a en France? Oui, c'est exactement le même. En fait, j'ai des patients qui viennent de France, qui me voient aux États-Unis. Ils ont exactement les mêmes symptômes. Donc, la première chose à comprendre avec la maladie de Lyme, c'est un grand imitateur. Donc, les gens qui viennent chez moi, qui ont le diagnostic de maladie de fatigue chronique, ou fibromyalgie, ou sclérose en plaques, ou les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. La maladie de Lyme peut être un imitateur de toutes ces maladies et finalement, c'est une maladie multisystémique. Donc, ça veut dire on n'a pas simplement de fatigue ou des douleurs musculaires ou des douleurs dans les articulations. Donc, c'est une complexe des symptômes. Et finalement, ce qu'on voit chez la plupart des gens, au moins les gens qui viennent chez moi, d'abord, ce sont de fatigue, les sueurs nocturnes, les sueurs pendant la journée, des frissons. Et si on a les sueurs nocturnes, ça veut dire qu'ils ont probablement du babesiose. Donc, c'est une infection, c'est une parasite. C'est comme le paludisme. Et la plupart des gens qui viennent chez moi, ils n'ont pas simplement la maladie de Lyme, ils ont les confections. Donc, à propos des symptômes, ils ont des fatigues, les sueurs nocturnes pendant la journée, les douleurs musculaires et les douleurs dans les articulations qui migrent dans le corps. Et ça, c'est très important à savoir. Si tu as une douleur quelque part, et un jour, c'est dans une épaule, et 3 jours après, c'est dans un genou, il n'y a pas de raison pour laquelle ça migre dans le corps, ça, c'est très spécifique pour la maladie de Lyme. Et aussi, les gens, ils viennent avec des paresthésies.
donc des petits fourmillements qui se trouvent dans les jambes et les bras, aussi qui migrent dans le corps, ou les sensations de brûlure, les neuropathies dans les extrémités, ça migre aussi, c'est très spécifique pour la maladie de Lyme chronique. Et aussi, on voit les gens avec les maux de tête, des problèmes de mémoire et de concentration, même les jeunes qui sont assez jeunes. Ils me disent que je vais dans une autre chambre, je ne sais pas exactement pourquoi je suis là, j'ai des pertes de mots, je ne sais pas bien m'exprimer. Ils ont les troubles de sommeil, très très graves chez la plupart, les problèmes de dépression, anxiété, les douleurs dans les poitrines, mentaires, donc tous les symptômes. C'est un problème multisystémique, pas simplement un seul symptôme. Et voilà, si on a un problème de fatigue chronique ou fibromyalgie, avec tous les symptômes multisystémiques, on peut croire que la maladie de Lyme peut être là. Oui, c'est une maladie effectivement qui ressemble à beaucoup de choses et puis les symptômes eux-mêmes, si on les prend un par un, ne sont pas vraiment spécifiques. Mais ce qui est spécifique, en fait, c'est justement la multiplicité des symptômes et les migrations, par exemple, des douleurs et le fait que les problèmes soient différents d'un jour à l'autre. C'est ça qui est vraiment caractéristique de la borréliose chronique. Oui, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Mais donc, si vous avez comme ça un patient qui a toutes sortes de symptômes, est-ce que vous disposez aux États-Unis de tests fiables, des tests de laboratoire, en fait, pour confirmer le diagnostic de maladie de Lyme? Oui, en fait, les tests ne sont pas fiables, c'est ça le problème. Si on regarde dans les littérature scientifique, on voit bien que le test ELISA, ça c'est le premier test normalement qu'on fait pour la maladie de Lyme, c'est une sensibilité de 56%. Donc on va arrêter le diagnostic en 44% des patients avec la maladie de Lyme. Donc à peu près la moitié. Et plutôt après, il y a un test qui s'appelle le Western Blot, et il y a deux formes, les IgM et les IgG. Et normalement en médecine, on croit que un test IgM, c'est pour une maladie précoce, et le test IgG, c'est pour une maladie tardive. Mais en fait, avec la maladie de Lyme, c'est pas ça. On voit bien que le Western Blot IgM peut être positif avec quelqu'un avec une maladie de Lyme chronique. Alors, ce qui est important de savoir qu'il y a beaucoup de souches de Borrelia, donc en Europe et aux États-Unis. Par exemple, en Europe, on a le Borrelia avzelae et Guarani. Aux États-Unis, c'est une autre souche de Borrelia, sensu strictu. Mais ce qu'on trouve aux États-Unis et même en France, il y a 5 bandes sur le Western Blot. Ce sont les protéines très spécifiques pour le Western Blot. Et on joue donc un jeu aux États-Unis. Je ne sais pas si tu le joues en France. Ça s'appelle Bingo. Je ne sais pas si on le joue, mais ça veut dire que si on a un des 5 bandes pour le Borrelia, donc ça veut dire qu'il y avait une exposition à cet organisme. Et donc c'est le 23, ça s'appelle le Outer Surface Protein C, le 31, le Outer Surface Protein A, le 34, le Outer Surface Protein B, le 39 et le 83 ou 93. Donc si on a un problème multisystémique où quelqu'un dit « Oui, j'ai le problème de fibromyalgie, symptômes de fatigue chronique, sclérose en plaques, maladie auto-immune. J'ai tous les symptômes multisystémiques et j'ai même une seule bande, une seule protéine sur le Western Blot, comme j'ai dit, le 23, le 31, le 34, le 39 ou le 83 ou 93. Si on a une seule protéine, une seule bande sur le Western Blot, ça veut dire qu'il y avait une exposition à la maladie de Lyme. Et c'est pour ça qu'on peut faire un diagnostic, parce que finalement, avec toutes les souches de Borrelia et tous les tests qui ne sont pas fiables, c'est pas évident toujours de faire un diagnostic. Oui, donc vous faites en fait un recoupement entre les symptômes, les signes cliniques et puis certains éléments de test de laboratoire. Mais par exemple, éliminer une borréliose simplement parce qu'un test ELISA est négatif, ça c'est une aberration. Oui, évidemment. D'accord. Justement, en France, on a beaucoup de débats par rapport à ça, justement, et on a beaucoup de difficultés à faire comprendre aux autorités et à beaucoup de médecins que les tests ne sont pas fiables. Et on a aussi un autre problème en France qui est en fait de faire admettre aux médecins en général et aux autorités de santé qu'il peut exister des formes persistantes, chroniques de la maladie de Lyme. Pour la plupart des médecins, pour les autorités sanitaires, la maladie de Lyme, c'est une maladie bénigne qui se soigne facilement avec 2 à 4 semaines d'antibiotiques.
Vous avez une opinion là-dessus? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est pas facile du tout de traiter ça avec 2 semaines, 4 semaines d'antibiotiques. C'est simplement facile de soigner et guérir la maladie de Lyme aiguë pendant les premiers 30 jours. Alors ça, on peut guérir la maladie de Lyme et on n'est pas malade pendant les années. Mais si on n'a pas trouvé une tique, on n'a pas vu une morsure de tique, on a des symptômes pendant des mois ou même des années, on ne va pas gagner cette jeu ici en simplement donnant des antibiotiques pendant 2-4 semaines. Et la raison pour laquelle, c'est que le Borrelia, ça existe dans différentes formes dans le corps. Donc, il y a les formes kystiques. Et ça veut dire que les formes qui peuvent persister dans le corps, c'est bien connu dans la littérature scientifique, il y a les formes intracellulaires, donc dans les cellules, et donc le doxycycline, les tétracyclines qu'on utilise beaucoup, ça entre dans cet compartiment intracellulaire, mais il y a aussi des formes avec une paroi bactérienne. Alors les moxicillines, les pénicillines, les céphalosporines, les autres antibiotiques, s'agit sur les formes avec une paroi bactérienne. Donc moi, ce que je fais une combinaison des différentes antibiothérapies, par exemple une pénicilline ou une céphalosporine contre la forme avec une paroi bactérienne, peut-être donner les hydroxychloroquine ou extrait de pépins de pamplemousse, ça c'est pour les formes kystiques, et puis par exemple le doxycycline ou azithromycine contre les formes intracellulaires. Donc on mélange toutes les différentes antibiotiques contre les différentes formes, et il y a même les formes dans les biofilms. Alors maintenant, on sait bien que le Borrelia peut persister dans le corps, dans les biofilms, et les antibiotiques ne pénètrent pas bien dans ce biofilm. Donc c'est nécessaire d'utiliser les enzymes comme le sarcopeptidase, des choses comme ça. Alors le succès que moi j'ai, c'est en traitant toutes les différentes formes de Borrelia, mais aussi en traitant les co-infections. Parce que la plupart des gens qui viennent chez moi, ils n'ont pas simplement la maladie de Lyme, ils ont les co-infections. Par exemple, le babesia, c'est comme le paludisme, le Bartonella, la maladie de grippe au chat, le mycoplasme. Donc, moi, je trouve que la plupart des gens, ils n'ont pas simplement le Borrelia, donc la maladie de Lyme, mais aussi les autres co-infections. Et c'est pour ça que les gens restent malades. Oui, on a beaucoup parlé des co-infections justement dans l'émission, la deuxième émission. Il y a une question en fait qu'on n'avait pas traitée par contre, qui était restée en suspens, c'était la question des voies de contamination en fait par la Borrelia, parce qu'on sait que les tiques transmettent la Borrelia, mais on a aussi évoqué d'autres modes de contamination. Est-ce que, donc on a parlé de transmission sanguine, de transmission maternelle, etc. Est-ce que vous avez des détails par rapport à ces différentes voies de contamination? Oui, en fait, une transmission maternelle ou transplacentaire, c'est important parce que j'ai quand même des femmes aux États-Unis qui avaient attrapé la maladie de Lyme et c'était transmis aux enfants. Donc, et il y avait des fausses couches, les avortements, etc. Alors, c'est grave, en fait, pour les femmes. Je crois que le gouvernement doit savoir, en fait, que pour protéger les générations futures des Français, en fait, tous les gens dans le monde, il faut savoir que ça peut être transmis par voie transplacentaire de mère jusqu'au fœtus. Et donc, finalement, les mères qui viennent chez moi, qui ont la maladie de Lyme, moi, je donne les antibiotiques pendant la grossesse, pendant les 9 mois. Je donne des pénicillines, les céphalosporines, les macrolides comme azithromycine, clarithromycine, parce que ça va pendant la grossesse. C'est sans danger. Donc, les bébés qui sortent sont en bonne santé si je fais ça, mais les femmes qui n'ont pas pris les antibiotiques pendant la grossesse, on a vu des cas qui sont très graves, en fait, avec les enfants. Et c'est exactement la même chose, en fait, pour le babesiose, pour cet organisme qui est un parasite, comme le paludisme. Récemment, j'ai eu une bonne femme qui venait chez moi, qui avait attrapé le babesiose pendant la grossesse. Il fallait donner, en fait, les antibiotiques, les antibiotiques antiparasitaires, donc clindamycine, etc., tovacone, contre le babesiose. Autrement, on peut avoir des grands problèmes pendant la grossesse. Alors ça, c'est un grand problème et je crois que les gynécologues, il faut savoir que c'est un grand problème chez les mères en France. En fait aussi, une autre voie de contamination, ça pourrait être dans le sang,
mais pas nécessairement simplement pour le Lyme, mais aussi pour les autres co-infections. On voit bien que l'anaplasme, c'est une autre espèce de bactérie qui se trouve dans les tiques. Ça peut être transmis maintenant dans le sang, et spécialement la babesiose. On sait aux États-Unis, avec la Croix-Rouge, qu'on trouve la babesiose dans le sang aux États-Unis, donc c'est un danger pour les enfants ou pour les personnes âgées, parce que si votre système immunitaire ne marche pas très bien et tu as une transfusion de sang avec l'anaplasme ou babesiose, ça peut causer la mort. Donc c'est très grave. Et à propos du lait maternel, c'est bien possible, on ne sait pas. On a trouvé par exemple l'ADN, le PCR, donc en anglais Polymerase Chain Reaction, l'ADN du Borrelia dans le lait maternel, mais on ne sait pas exactement si c'est une façon, une voie de contamination pour les bébés de transmettre les organismes. C'est bien possible, mais on ne sait pas. Et finalement, pas transmission sexuelle, on a parlé, c'est comme le syphilis, mais on ne sait pas exactement, parce que finalement, j'ai quand même des femmes qui viennent chez moi, qui ont la maladie de Lyme, et les maris n'ont pas. Alors, si ça existe, je crois que c'est très rare, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de spirochètes comme dans le syphilis. C'est complètement différent avec la maladie de Lyme. Donc, c'est une espèce de bactérie comme le syphilis. Donc, c'est une spirochète comme le syphilis. C'est possible qu'on peut avoir une transmission sexuelle, mais si ça existe, c'est très, très rare. Alors finalement, je crois que c'est plutôt la morsure de tique, de voies transplacentaires, de mère jusqu'au fœtus. Probablement, ce sont les voies les plus importantes, ici dans le sang. D'accord. Donc on va faire une petite pause musicale maintenant. Cette fois-ci, c'est une pause musicale un peu particulière parce que cette chanson, The Ballad of the Deer Tick, c'est vous qui l'avez écrite et qui l'interprétez, Dr. Horowitz. Elle raconte l'histoire d'un patient qui vient chercher de l'aide auprès de vous. Est-ce que vous l'avez écrite en pensant à quelqu'un de particulier? En fait, c'est la plupart des gens qui viennent chez moi qui ont vu 18 ou 19 médecins en disant écoute, monsieur le médecin, j'ai pas trouvé de l'aide, j'ai le problème de fibromyalgie, de fatigue chronique, donc c'est la plupart des gens qui viennent chez moi, donc j'ai écrit cette chanson. D'accord. En tout cas, c'est une chanson qui est pleine d'humour et elle remonte le moral quand on l'écoute pendant ces jours où tout va mal. Donc, je la dédie spécialement à tous les gens qui ont la maladie de Lyme et qui ont des jours où ils n'arrivent pas trop à se bouger tellement ils ont mal. Donc, voici la balade de la tique. Clyde came to my office one bright sunny day. Said, Doc, I'm in an awful bad way. Said, 19 docs and I'm almost dead. All they can tell me is it's in my head. Doctor, please help me, please. I said, Clyde, can you tell me what you did in life that caused you all this terrible strife? Said, Doc, I was with my beautiful wife, the woods one day enjoying life. Lay down on the ground and we fooled around. Before you knew it, I was illness bound. From that day onward, I've been going downhill. Can you give me a lotion or a potion or a magic pill? Doctor, please help me, please. Gonna pick off the tick real quick before the devil gets within. Crime for the Lyme to steal my mind. I sure could use it for a little more time. It hurts over here, it hurts over there. It hurts in places everywhere. Hurts in my fingers and it hurts in my toes. Hurts in places where nobody goes. I said, Clyde, this is your lucky day. I know why you're feeling in such a bad way. That night in the shower, did you check to see if there's anything attached to the back of your knee? Or anywhere else, or anywhere else? I think you know what I mean. Did you notice a mite or a bite or a tick or a ring? Or any such unusual thing? To shake or quake, get hot or cold before your illness really took hold? And looked at me with a tear in his eye and let out one enormous sigh. Said, Doc, I remember some unusual rash on my nose and my toes and where nobody goes. I'm gonna pick off the tick real quick before the devil gets within. Crime for the Lyme to steal my mind. Sure could use it for a little more time.
Vous écoutez Médiatique, l'émission proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Notre invité aujourd'hui, le Dr Richard Horowitz, qui vient de publier un livre intitulé Why Can't I Get Better, qui traite de la maladie de Lyme et aussi de beaucoup d'autres choses. Alors, Dr Horowitz, maintenant qu'on a revu ce qui concerne la maladie de Lyme proprement dite, on va parler de votre approche particulière de cette maladie. Pour mieux comprendre et soigner la maladie, vous avez élaboré un nouveau modèle, celui du MSIDS, donc syndrome infectieux multisystémique. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. En fait, les gens qui viennent chez moi, j'ai découvert une carte de 16 points. Donc, c'est comme quelqu'un qui vient chez un médecin avec 16 clous dans les pieds en disant que, écoute, monsieur le médecin, j'ai des douleurs dans mes pieds. Et le médecin, il tire simplement une ou deux clous, mais finalement, les patients, ils vont avoir beaucoup de mal. Alors, finalement, ce que j'ai découvert, les gens avec une maladie de Lyme, ils ont jusqu'à 16 choses différentes, une raison pour laquelle ils restent malades. Donc, d'abord, ce sont les infections, soit bactériennes, des virus, des parasites, aussi les problèmes de dysfonctionnement immunitaire, inflammation dans le corps, donc ce sont les molécules qui causent une espèce de feu dans le corps et qui causent tous les symptômes de fatigue, douleur, maux de tête, mémoire, problèmes de mémoire. Aussi, les problèmes de toxicité, donc les métaux lourds qui entrent dans le corps, les neurotoxines, les allergies ou les sensibilités avec la nourriture, les problèmes avec les mitochondries, la partie de notre corps qui produisent l'énergie, ou soit les dérèglements des hormones dans le corps, ou problèmes de système nerveux immunitaire autonome. Donc, c'est comme quelqu'un a 16 différents problèmes, et si le médecin ne trouve pas tous les clous, les personnes vont rester malades. Et c'est pour ça mon bouquin, c'est de trouver toutes les raisons pour lesquelles les gens restent malades, et j'ai un succès dans 90-95% des gens qui étaient malades pendant longtemps. Oui. En fait, vous avez découvert, vous soignez les gens pour la maladie de Lyme avec cette optique-là, mais en fait, ça peut s'appliquer à d'autres maladies infectieuses qui provoqueraient les mêmes troubles, en fait, les mêmes dérèglements. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est une question qui intéresse sûrement beaucoup de gens qui ont la maladie de Lyme. Est-ce qu'on peut guérir complètement de la maladie de Lyme et vraiment débarrasser de cette maladie, ou est-ce qu'on peut simplement l'atténuer? Je ne crois pas qu'on tue toutes les bactéries dans le corps. Je crois que ce qu'on fait normalement avec la maladie de Lyme, après qu'on l'a pendant quelques mois ou des années, c'est de diminuer le nombre de bactéries dans le corps. Et alors, ce qui se passe, c'est que notre système immunitaire, ça marche beaucoup mieux en disant que, on a attaqué l'organisme, on a diminué le taux des bactéries dans le corps, et puis après, on va beaucoup mieux. Donc, je crois que c'est presque impossible de tuer toutes les bactéries, et finalement, c'est pas nécessaire parce que on a des virus, des bactéries qui sont à l'intérieur de nous tout le temps. On a des trillions de bactéries dans les intestins, dans le tractus intestinal. Il y a quand même des virus, on a tout le temps. Donc, c'est pas une question d'éliminer toutes les bactéries, simplement d'avoir une balance avec notre système immunitaire et les bactéries dans le corps. Et c'est comme ça que je fais avec les antibiotiques. Je diminue le nombre de bactéries et puis après, les gens ils vont beaucoup mieux. Oui, et justement, ça m'amène à une question qui me travaille depuis un certain temps. On avait trouvé dans le Tyrol italien un homme qui est mort en fait il y a plus de 5300 ans. On l'a baptisé Otzi. Et on a fait plein d'études sur cet homme. On a trouvé qu'il avait une trace d'ADN de Borrelia dans son organisme. On a dit qu'il avait la maladie de Lyme. Donc ça veut dire que la Borrelia, elle est là depuis très très longtemps, même depuis des milliers d'années, elle accompagne l'humanité. Et justement, depuis quelque temps, on a l'impression qu'il y a une épidémie de maladie de Lyme, que ça se multiplie. À partir du moment où on imagine que la bactérie est là depuis très très longtemps, et pour voir ça un petit peu justement dans l'optique de votre MSIDS, est-ce que vous pensez que si la borréliose se développe actuellement, ce serait plutôt à cause des autres facteurs, c'est-à-dire la pollution, les métaux lourds et toutes les autres agressions qui font baisser le système immunitaire et qui ouvrent la porte en fait à la bactérie? Oui, c'est exactement ça. Non, vous avez compris exactement ça. C'est que il y a 5 milliers d'années, on n'a pas eu ce problème de pollution, de métaux lourds, de tous les produits chimiques qui entrent dans notre corps, donc qui changent notre système immunitaire. Et finalement, c'est bien possible qu'il y a 1 millier d'années que les gens qui disent que je suis un peu fatigué, j'ai des douleurs,
peut-être c'était le Borrelia, mais maintenant, on trouve beaucoup de co-infections dans les tiques. Donc, avec une seule morsure de tique, on n'a pas simplement le Borrelia. On a tous des virus, des autres bactéries, des parasites qui entrent là-dedans. Moi, je ne sais pas 5000 avant si on avait ça, mais c'est exactement ça. Ce sont les polluants, des problèmes de détoxifier tous les produits chimiques qui entrent dans notre corps. C'est ça le problème. Et aussi le problème avec la nourriture qu'on mange. En fait, en France, on mange beaucoup mieux, je crois, qu'aux États-Unis. Je me sens beaucoup mieux quand je suis en France en mangeant du blé et des produits laitiers. En fait, aux États-Unis, je ne peux pas les manger. C'est intéressant, en France, je peux les manger. Je crois que la qualité de la nourriture, c'est beaucoup mieux en France. Mais finalement, la qualité de nourriture, on a des carences maintenant nutritionnelles parce qu'on n'a pas tous les minéraux qui se trouvent maintenant dans la nourriture. Donc, il y a beaucoup de facteurs sur la map de MCID, sur la carte de MCID, qui expliquent pourquoi les gens maintenant restent malades. Très bien. Donc, vous écoutiez Médiatique avec aujourd'hui le docteur Richard Horowitz à l'occasion de la sortie de son livre Why Can't I Get Better? Donc, docteur Horowitz, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et également un grand merci au nom de tous les malades de Lyme qui apprécient infiniment votre engagement à nos côtés et votre compassion. Et on espère tous qu'un jour, ensemble, nous viendrons à bout de cette maladie pour de bon. Oui, bien sûr, moi aussi, parce que c'est vraiment une épidémie mondiale qui cause beaucoup de problèmes. Très bien. Au revoir, docteur Horowitz. Oui, au revoir.